Bonjour, je m'appelle Ira Madeleine, je vais vous parler de Datomic. Alors quand on utilise une base de données relationnelle, quand on met à jour une donnée, cela implique d'effacer la valeur précédente. À l'heure du big data, il est criminel de supprimer des données. Vous allez découvrir un Datomic qui retient tout l'historique de vos données et peut apporter à vos systèmes d'information des propriétés étonnantes. Merci. Alors bonsoir à tous. Je remercie Palo IT de m'accueillir ce soir pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est Datomic. Alors je suis Ira Madeleine, je suis architecte, j'évolue dans l'écosystème Java J2E depuis plus de 15 ans. Je suis passionné de programmation fonctionnelle et à ce titre j'ai utilisé les langages alternatifs de la JVM comme Groovy, Scala. Mais depuis 4 ans, je me suis passionné pour Clojure. Et à ce titre, j'anime le Paris Clojure User Group. Donc, si vous êtes intéressé pour découvrir ce langage, inscrivez-vous et vous serez bien accueillis. Alors, je vais vous parler de Datomic et on va commencer par lire les définitions officielles, qui sont pas très parlantes, mais néanmoins, il y a des mots-clés qui reviennent. Donc, il y a transactionnel, distribué et cloud. La première fois que je suis allé sur le site, je n'ai pas vraiment compris. Leurs diagrammes d'architecture ne sont pas très parlants. Donc, l'idée, c'est que je vais introduire Datomic, son origine, pourquoi Datomic existe aujourd'hui. On va détailler le modèle de données et voir tout ce que ça peut apporter à vos systèmes d'information. Alors Datomic, c'est le fruit d'un long processus de réflexion qui a été mené par cet homme qui s'appelle Richie Key. Alors qui connaît Richie Key? Bon, voilà, les gens qui font du Clojure et du Scala au premier rang. Richie Key, en 2006, est déjà un consultant expérimenté qui développe des logiciels assez compliqués. Et néanmoins, il est confronté à des problématiques au quotidien sur la complexité accidentelle des outils qu'il utilise pour mener à bien ses missions. Il a l'impression que le monde de l'informatique ne prend pas de recul. Il ne prend pas le temps de s'arrêter. Et lui, il a un modèle en tête, un modèle différent. Et en 2006, il prend une décision courageuse. Il prend un congé sabbatique de 3 ans, donc 3 ans sans être payé. Il a négocié dur avec sa femme. Et il commence à... pour ceux qui ne connaissent pas Richie Key, il a inventé le développement dans le hamac, parce que c'est le meilleur endroit pour développer, puisque l'idée c'est de réfléchir très profondément à son problème. Et donc il commence par implémenter un langage qui implémente sa vision. Et ce langage c'est Clojure, et il en sort une première version en 2007. Donc c'est Clojure, pour qui connaît Clojure ? Voilà, donc pour ceux qui connaissent, juste de nom, c'est un dialecte de Lisp qui est pragmatique et qui tourne sur la JVM et aussi sur la plateforme .NET. C'est un langage, malgré le fait que ce soit un Lisp, il est pragmatique puisqu'il tourne sur la JVM et ce langage est assez bien accueilli et fort de ce succès. Il monte une société qui va lui permettre de continuer son travail, mais cette fois sponsorisé par sa société. Et il va développer la base de données Datomic, qui est une première version qui sort en 2012. Alors, pour bien comprendre Datomic, et comme c'est un peu le thème de ce soir, je vous invite à voyager un petit peu dans le temps. On va revenir dans les années 70. Voilà, donc à cette époque-là, j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais bien loin de connaître le contexte et j'étais, comme vous le voyez, on était assez insouciants. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est
le contexte du hardware à cette époque-là. Donc là, vous avez la publicité, une publicité qui vante les mérites d'une barrette de RAM qui affiche fièrement la capacité de 4 kilobits de RAM. Donc en ce temps-là, le disque, la mémoire, les CPU sont ridicules par rapport à ce qu'ils sont maintenant. Leurs capacités sont extrêmement faibles. Et programmer à cette époque-là n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Un développeur connaît exactement ce qu'il y a dans les adresses mémoire, dans chaque secteur du disque. Et une optimisation naturelle, c'est dès qu'on a une nouvelle information, ça va venir remplacer l'ancienne, que ce soit en mémoire, avec un pointeur mémoire, ou dans un secteur du disque. Les bases de données relationnelles sont nées à cette époque-là. Et bien sûr, elles adhèrent à cette optimisation. Dès qu'on soumet une information à une base de données relationnelle, la base de données va retrouver le secteur du disque sur lequel l'information précédente était stockée et va venir écraser l'information avec de la nouveauté. Les langages orientés objets ont été aussi inventés à cette époque, un petit peu avant. Et on fait la même chose avec nos objets, enfin, comme on fait encore actuellement en Java, où on vient muter nos objets en mémoire et remplacer une valeur actuelle par l'ancienne. Donc c'est ce que Rich Hickey appelle le Place Oriented Programming, que je vais appeler PLOP pour le reste de la présentation, qui correspond à l'Update in Place. Donc il y a un problème avec le plop, c'est que le plop, il vous prive de données précieuses. Typiquement, l'historique de vos prix, ou plus simplement les adresses différentes d'un de vos clients. Et ça pose un problème, c'est que en général, ça se retourne contre nous, puisque nos systèmes opérationnels n'ont plus la capacité d'analyser leurs propres données. Bien sûr, tout le monde met en place des systèmes pour historiser les données. Qui a déjà mis en place un système d'historisation des données dans une base de données relationnelle? C'était un framework maison ou un framework... Donc, qui a utilisé un framework maison? Voilà. Alors, en général, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'historise pas toute la table, enfin toutes les tables, on se concentre sur des données, et en général, ça a plutôt vocation à être consulté en tant que log. Le système opérationnel, on ne lui fournit pas des outils assez puissants pour aller consulter toutes les valeurs d'une entité. Bien sûr, il y a aussi les cubes. Donc toutes les nuits, il y a les exports par batch vers les cubes. Mais encore une fois, les données, elles sont copiées ailleurs, dans un format différent, et les systèmes opérationnels, en général, n'y accèdent pas. C'est plutôt pour la consultation de business analyst. Alors, il y a un problème aussi, c'est que nous, tous les jours, on utilise... qui fait du développement ici? Voilà. Qui utilise Git ou SVN? Voilà. Donc on n'utiliserait pas une base de données relationnelle pour stocker nos informations qui nous concernent, qui est notre code source. Donc l'idée, c'est pourquoi ne pas appliquer le même traitement aux données de nos clients. Alors voici le contexte actuel. Il a bien changé depuis les années 70. Sur mon portable, moi j'ai 16 Go de RAM, j'ai un SSD de 500 Go et un disque optique de 750 Go aussi. Je pense que dans les années 70, les informaticiens auraient vendu leur mère et leur RAM au diable pour avoir une puissance équivalente. Voilà, dans nos poches, on a un million de fois plus de puissance que l'ordinateur qui a fait atterrir l'homme sur la Lune. Donc je pense qu'on a un petit problème. Ce qui était une nécessité dans les années 70 est devenu une habitude. Et on utilise toujours à peu près les bases de données relationnelles de la même façon.
J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette situation. Donc on utilise des outils extrêmement perfectionnés. Malheureusement, ils sont basés sur un design, une conception qui est obsolète de nos jours. Alors l'incapacité de nos systèmes opérationnels à analyser ses propres données, puisqu'il a perdu, il perd chaque jour un historique précieux, c'est ce que j'appelle le syndrome Memento. Qui est basé sur le film de Christopher Nolan. Qui connaît ce film? Bon, il y a une grande partie. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite, ce long week-end pluvieux, à aller l'acheter. Même peut-être que demain tout sera fermé, mais vous pouvez le télécharger, n'est-ce pas? Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vais pas dévoiler beaucoup, mais je vais juste vous présenter l'intrigue. Le héros du film s'appelle Léonard, c'est celui qu'on voit à l'écran. Et Léonard souffre d'amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'il est incapable de former de nouveaux souvenirs. C'est-à-dire si vous croisez dans la rue, vous discutez avec lui, 5 minutes plus tard, il ne saura plus qui vous êtes et il ne se souviendra pas de la conversation. Et Léonard, il a néanmoins une quête ambitieuse, c'est qu'il souhaite retrouver l'assassin de sa femme. La chose n'est pas aisée, vu sa condition. Alors Léonard, il met au point ce qu'il appelle un système. Pour s'en sortir dans sa quête, dans son enquête, il met au point un système. Il a toujours un Polaroid sur lui, et il photographie, il prend des instantanés de toutes les entités de son domaine fonctionnel, qui sont les personnes qu'il rencontre, sa voiture, les lieux où il dort. Et il prend des notes. Donc, il nomme ces entités. Donc on a Dodd, Teddy et Nathalie. Et au dos des photos, il prend des notes importantes pour arriver à se souvenir de ce qui est important à propos de ces entités. Mais les notes, elles peuvent se détruire, il peut les perdre. Alors son système, il n'est pas complet. Et pour être sûr de ne perdre aucune de ces notes, alors ce qu'il fait, c'est pour être certain de ne pas oublier les informations importantes, en fait, il se base sur des faits. Hein, c'est pas moi qui l'invente. Et les faits, c'est les faits vraiment importants pour son enquête, afin de ne pas les perdre, il se les fait tatouer sur le corps. Et Datomic, en fait, il est un peu à l'image du système de Léonard. Datomic, il va gérer l'information à la façon de fait. L'avantage, c'est qu'il n'est pas limité par l'espace de stockage limité de Léonard, qui est sa peau. Alors, qu'est-ce qu'un fait? Un fait, donc, c'est un événement ou une chose qui est survenue avec certitude. Et un fait, il inclut la notion de temps. Si on vous donne des informations dans le désordre, les faits qu'on vous donne n'ont plus aucune utilité. Si on vous donne la météo dans le désordre, ça n'a aucun intérêt. Un fait est immuable. Il y a plein de gens qui aimeraient bien revenir dans le passé, mais ça n'est pas possible. Une fois qu'une information est connue, elle reste là pour l'éternité. Et un fait est atomique en ce sens qu'elle ne concerne qu'un élément discret d'une entité. Par exemple, Léonard indiquait que le meurtrier était un homme et et un deuxième fait, qu'il était blanc. Alors, Datomic n'utilise pas le terme de fact, il utilise, comme son nom l'indique, le terme de datum. Donc, Datomic, il va gérer les faits sous la forme de datum. Alors, un datum, ça va être 4 informations. C'est l'entité qui est concernée par le fait, l'attribut, donc sa caractéristique, hein, ça peut être sa couleur, son sexe, son genre, sa valeur et le moment auquel il a pris connaissance de cette information. Et dans Datomic, qui est le tatoueur? Le tatoueur s'appelle le transactor. Alors, le transactor, c'est un process unique
puisque Datomic est une base acide, elle est transactionnelle. Parce que c'est une chose, c'est important pour RichIKey, puisque ça concerne 99% des use cases. Il y a donc un seul transacteur qui va être responsable de l'écriture permanente, de tatouer les informations. Et elle va les enregistrer de façon chronologique dans un système de stockage qu'on appelle le log. Donc, toutes vos informations, quand vous les soumettez à Datomic, par le biais du transacteur, qui est un processus qui tourne, il va les écrire de façon séquentielle. Alors, on va faire le Hello World traditionnel de Datomic, c'est qui aime la pizza, donc je ne vais pas déroger à la règle. J'ai repris nos protagonistes du film. Donc typiquement, si vous bâtissez une application pour savoir ce que vos amis aiment ou ce que vous aimez, vous allez peu ou prou avoir quelque chose qui ressemble à ça. Votre entité, donc ça va être les gens de votre entourage, donc typiquement Léonard. Pour l'attribut, savoir ce qu'il aime manger ou boire. Et pour la valeur, pizza. Et le temps, en fait, ici j'ai représenté le 10001. Le transacteur, il incrémente une valeur, il a un numéro, mais bien entendu qu'on relie à une heure, un instant précis. Donc là, qu'est-ce qu'on nous apprend? On a deux faits. On sait que Léonard aime la pizza, et ça on le sait à partir de la transaction 10001. Et on sait qu'il aime également la bière. Alors ça pose un problème. Là, dans ce modèle-là, Léonard il est condamné à vie à aimer la pizza et la bière, ce qui n'est pas vrai. Donc en fait, il manque un dernier élément qu'on appelle l'opération, en fait, qui vient dire si le fait est vrai ou s'il est faux. Voilà, donc là, vous avez effectivement les 5 éléments nécessaires à Datomic pour capturer toutes les informations. Et maintenant que j'ai cette opération, pour supprimer un fait, je viens rajouter une information qui vient nier le fait précédent. Donc là, j'ai rajouté un fait ou un datum qui indique que le fait que Léonard aime la bière est faux à partir de la transaction 10103. Alors, vous avez vu les deux opérations de base de Datomic qui sont l'ajout et la rétraction d'informations. Ça n'est pas suffisant si vous avez typiquement un système bancaire et que vous voulez créditer le solde d'un compte de 100 $, puisqu'il vous faut évidemment la valeur courante du compte. Vous ne pouvez pas dire de façon simple, crédite-moi, le nouveau solde de ce compte est 10 100 $. Donc, pour ça, vous pouvez créer vos propres fonctions qui vont venir se rajouter à l'instar de add-retract. Vous pouvez très bien rajouter la fonction incrémente qui va venir, pendant la transaction, lire la valeur courante et ajouter les 10 $ à la valeur courante. Donc Datomic ne fait qu'accumuler l'information. Par différence avec une base de données relationnelle où on réutilise, on fait du plop, on réutilise, on écrase l'information précédente. Ici, Datomic va croître à la façon d'un arbre. Et chaque anneau va représenter une transaction. Donc, c'est l'état exact de la base de données à une date précise. Alors, Datomic affirme que son schéma est universel. Alors, une base de données n'est qu'un espace de stockage si elle n'est pas capable de vous fournir des outils pour requêter les informations qu'elle détient. Et chacun a une façon de requêter. On ne cherche pas tous les mêmes informations. Donc les requêtes peuvent prendre des formes vraiment diverses et variées. Néanmoins, il affirme que, avec ce format-là, Datomic peut satisfaire 99% des use cases. Cette vue, elle est pratique. Donc là, l'idée, c'est que j'ai tous mes datums.
Et ils sont triés d'abord par entité, ensuite par attribut, puis par valeur. Et ce format, il est très pratique si je veux savoir tout ce qui concerne Léonard ou Teddy. J'ai accès comme dans une table, dans une base de données relationnelle, à tous les éléments d'une entité. Mais si je me pose la question, qui aime la pizza? Là, on fait plutôt une requête sous forme de clé-valeur. Alors, voici l'ordre dans lequel on aimerait avoir les datums, les informations triées, qui nous permettent d'accéder très rapidement à la requête « Qui aime la pizza ?» Donc, on commence par trier toutes nos informations par l'attribut « aime », puis par la valeur pizza, et ça nous donne directement les entités concernées. Qu'aiment manger les gens? Alors, pour répondre à cette question simplement, il faudrait que mes informations soient triées d'abord par attribut, puis par entité, et ensuite par valeur. Et en prenant le set des valeurs, j'ai pizza et bière. Ce sont un peu des développeurs. Et enfin, il y a le fait de pouvoir naviguer d'entité en entité, à la façon d'un graphe, comme Neo4j. Là, j'aurais besoin d'avoir mes informations triées de plusieurs façons. Sachant que pizza peut être elle aussi une entité, pas forcément une valeur, je peux demander à Datomic, j'aimerais bien lui demander de savoir qui, une fois que je sais que Léonard aime la pizza, dit qui d'autre aime la pizza. Donc il faudrait que j'ai aussi mes datums triés dans cet ordre-là. Sachant que la valeur ici, j'ai mis un petit E parce que c'est également une entité. Eh bien, Datomic a été lancé en 2012. Et donc, tout simplement, Datomic va maintenir autant d'index que nécessaire. Et ces index sont des covering index, c'est-à-dire que ce sont des index complets. Donc, Datomic va multiplier par 5. Toutes vos données sont présentes 4 ou 5 fois de façon complète dans des index différents. Ça nécessite de l'espace, mais je pense que Datomic a été pensé pour le contexte actuel et il ne faut plus avoir peur de consommer de l'espace disque ou de l'espace mémoire. Alors, je vais vous parler du miracle de l'immutabilité. Pour ceux qui utilisent des collections immutables, à part au premier rang, là, qui... Voilà. Alors, Phil Carton a dit un jour qu'il n'y avait que 2 choses compliquées dans l'informatique. Invalider un cache, pour ceux qui ont déjà essayé de faire monter un cache lui-même chez lui, ne le faites pas, ne faites surtout pas ça chez vous tout seul. Et de nommer les choses. Moi, je suis d'accord avec le nommage. Peut-être gérer les dates aussi. Mais... Alors, Phil Carton, il a raison, mais dans le contexte du plop. Quand une donnée peut bouger à tout instant, elle est très difficile à partager, à distribuer. Parce qu'en Java, on ne distribue pas nos objets comme ça à n'importe qui. Pour ceux qui ont fait du domain-driven design, on doit avoir une méthode qui donne une valeur immuable, une vue, au monde extérieur. Parce qu'il pourrait arriver des choses très compliquées si on laissait accès à son état interne à tout le monde, sans contrôle. Et le fait de cacher des informations qui bougent, qui sont mutables, des objets mutables, c'est très compliqué quand une information bouge. En revanche, quand on utilise des données qui sont immuables, rien ne peut arriver. Si un datum, un fait, qui ne bouge pas, il a la même valeur que 42. Si je donne 42 à Khalid, il ne pourra pas le modifier. Donc l'idée, c'est que Datomic, il va gérer toutes ces données de façon immuable et ça va lui conférer des propriétés assez exceptionnelles. Quand vos données sont immuables, elles n'ont pas besoin de rester sur le serveur.
Pourquoi en base de données relationnelle, les données sont toujours côté serveur? C'est à cause de la mutation qui arrive en permanence. Et du fait, on est obligé de coordonner la lecture avec l'écriture. Datomic gère des informations de façon immuable. Donc vos données, vous n'allez pas les chercher sur le serveur 99% du temps. Vos données, elles vont se retrouver dans votre JVM avec vous. Moi, j'ai fait un peu la même tête que le chien quand j'ai compris ce qui se passait. La RAM, on en a plein. Donc, rien n'empêche. Donc, on a beaucoup de RAM. Les données sont immuables. Donc, Datomic va s'efforcer de faire tenir votre base de données complètement en mémoire. Si elle ne peut pas, elle mettra les objets les plus récents. Mais c'est l'idée fondamentale de Datomic. Alors, bien sûr, ça confère des propriétés assez intéressantes, notamment en termes de rapidité. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Pourquoi on passe son temps à mettre des données en cache? C'est pour avoir de la rapidité. Et Datomic, il le fournit nativement. Quand on a toutes nos données à portée de main, on réduit les allers-retours, le fameux round trip. On n'a plus besoin d'aller chercher l'information sur le serveur tout-puissant qu'est la base de données relationnelle. Comme nos données sont immuables, on n'a plus besoin d'écrire des requêtes extrêmement complexes. Pourquoi on écrit des requêtes complexes? 1, pour limiter le round trip, et 2, pour avoir une cohérence. Parce que si on va chercher nos données les unes après les autres, on n'est pas certain que l'ensemble de nos données soit cohérente s'il y a eu des écritures entre-temps. Du fait qu'on a nos données en local et qu'elles sont immuables, rien n'empêche d'écrire plusieurs requêtes simples plutôt qu'une grosse requête compliquée. En SQL, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais effectivement, on ne fait pas en production, on est régulièrement appelé par l'admin base de données parce qu'il y a un traitement très lourd qui perturbe les performances des applications. Du fait que vos requêtes soient en mémoire dans vos applications, vous ne perturbez pas le travail d'écriture du transactor. Comme vous avez bien compris maintenant, qui sont deux processus distincts. Et si néanmoins, vous arrivez quand même à mettre votre application, les performances de vos applications à mal parce que vous faites des traitements très lourds, donc là on n'est plus au niveau de la base de données mais de l'applicatif lui-même, rien ne vous empêche tout simplement de scinder la responsabilité de votre application en plusieurs sous-applications spécialisées qui chacune aurait ses propres données avec des requêtes optimisées, donc certainement un cache optimisé. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur ce schéma où on voit l'architecture générale de Datomic. On a le transactor qui va, lui, donc s'occuper uniquement des nouvelles informations, de les confier à un système de stockage. Et une fois que le système de stockage a dit qu'il avait les données, en fait, il va vous les repousser. Moi, je n'ai pas mis toutes les flèches, mais toutes les applications qui sont connectées à votre base de données Datomic vont recevoir l'information en temps réel, en mémoire. Si vous avez besoin d'avoir vraiment toute votre base de données en mémoire et que votre RAM ne vous le permet pas, vous pouvez mettre du même cache qui permet d'avoir des temps de réponse très très satisfaisants. Encore une propriété étonnante, c'est en base de données relationnelle, qu'est-ce qu'on fait? On écrit une requête, on la met dans une string, cette requête on l'envoie au serveur qui l'interprète et la requête elle s'exécute au sein du serveur. Datomic, il inverse cette dépendance. Les données viennent à vous, donc la requête, elle va prendre la base de données en paramètres.
La base de données, c'est une valeur comme une autre, et rien ne vous empêche de venir requêter sur plusieurs bases de données. Donc, souvent, on a une énorme base de données avec toutes les entités de plusieurs domaines fonctionnels. Je ne sais pas qui est familier avec Domain Driven Design, mais l'idée, c'est de scinder une application monolithique en plusieurs sous-systèmes. Rien ne vous empêche de le faire. Si vous avez néanmoins besoin de requêter plusieurs parties de vos sous-systèmes avec Datomic, ça n'est pas un problème. Alors c'est bien beau, on a tout stocké pour des gigas et des terras de données. L'avantage de Datomic, c'est que vous allez pouvoir voyager dans le temps et au niveau de votre base de données, de revenir dans le contexte de votre base de données à un instant précis. Vous vous souvenez de ce schéma? Rien ne vous empêche de dire à Datomic, je veux que tu me replaces dans le contexte de la base de données au moment de la transaction 1010, ou ça peut être ou une date arbitraire. Typiquement, vous avez eu un problème en production. En base de données SQL, il serait très difficile de retrouver l'instant et de recréer le même contexte. On peut toujours appeler l'admin pour qu'il nous recharge une sauvegarde, s'il l'a eu au bon moment. Et tout ça, en fait, toute cette complexité, elle disparaît, puisque nativement, vous pouvez aller interroger votre base de données. Petite démonstration. Alors, la démonstration, je vais la faire en Clojure. Donc, je vais vous donner un cours de 60 secondes de Clojure. Donc, Clojure est un Lisp. Donc, dans un Lisp, on a des expressions. Et une expression retourne une valeur. Donc, il n'y a pas plus de parenthèses en Lisp qu'en Java. Il y en a même un petit peu moins, sauf qu'elles sont à l'extérieur. Donc, typiquement, comment on appelle une fonction? Une fonction, on la met dans une liste, symbolisée par les parenthèses. Donc, c'est le premier élément de la liste. Et tout ce qui suit, ce sont les arguments. Et comme ça retourne une valeur, vous verrez souvent du code en Lisp où on chaîne les expressions. Qui fait du Java ici? Donc il y a un type qu'on a en Clojure qu'on ne connaît pas en Java, c'est le keyword, qu'on utilise souvent en clé dans les hashmaps. Donc voici la syntaxe littérale de la liste, la syntaxe littérale de la hashmap, du vecteur et du set. Donc regardez bien ce slide et demain, vous serez déjà un petit peu dangereux en Clojure. Alors à gauche, j'ai ce qui s'apparente à un package Clojure. À droite, j'ai démarré une JVM et je vais utiliser ce qu'on appelle un REPL. Je vais injecter du code Clojure dynamiquement dans la JVM. Il va être compilé en bytecode Java à la volée et les instructions vont s'exécuter dans la JVM. Je vais aller dans mon namespace. Là, je fais les imports dont j'ai besoin. Donc, il me répond qu'il a bien importé ce dont j'avais besoin. Là, j'ai démarré mon transactor à l'adresse. Donc, j'utilise une base de données free qui permet d'écrire mes données de façon persistante sur le disque. Donc, je vais vérifier que je n'ai pas... Voilà. Donc là, je vais créer ma base de données. Il me répond... Donc, mes réponses dans le REPL, elles sont là. Je ne sais pas si c'est très lisible. Je vais peut-être augmenter un peu. C'est bon? Ouais, ça, c'est bon. Alors là, je viens de créer une connexion à la base de données, ce qui fait de moi un peer. Donc si vous allez sur le site de Datomic, vous verrez partout la notion de peer. La notion de peer, c'est une application qui se connecte à Datomic et qui utilise donc la librairie de Datomic. Datomic utilise un schéma
Hein, ce n'est pas une base de données schémaless. Donc le schéma va vous apporter le minimum de contraintes nécessaires pour insérer des données. Ne vous attendez pas à trouver l'ensemble des contraintes qu'on peut trouver en SQL, parce que vous êtes des grands garçons et des grandes filles, des grandes personnes. Donc les contrôles, en général, ils sont faits avant. Enfin, je ne sais pas comment vous utilisez, c'est rare que j'ai des erreurs avec SQL, parce que j'utilise encore SQL. Alors, ici, j'ai un schéma. Mon schéma, il est très simple. J'ai besoin de connaître le nom de mes entités. Je vais avoir deux attributs, je déclare deux attributs, que mes entités, elles peuvent avoir un nom. La cardinalité est simple, le type est string. Là, j'ai un attribut qui est unique, qui est très pratique, qui me permet de manipuler l'entité de par son nom et pas d'utiliser son ID. Et ici, j'ai la fameuse propriété qui m'indique ce que les gens aiment manger ou boire. C'est une cardinalité multiple, puisque les gens peuvent, comme vous l'avez bien vu, Léonard, il aime la bière et la pizza. Donc ce schéma, donc ça c'est un des avantages de Clojure, c'est qu'on écrit toutes nos maps et nos listes sous forme littérale. Donc là, j'ai mon schéma, et ici, je vais appeler le transactor, qui prend comme argument la connexion, et je lui passe mon schéma en argument. Okay. Donc maintenant, nous allons insérer trois informations, trois faits, donc trois datums. Vous retrouvez ici les opérations dont on a parlé. Donc là, c'est un ajout. Ça va concerner des entités que Datomic ne connaît pas encore. Donc on va demander un ID temporaire. Et pour la propriété name, on va leur donner chacun leur nom. Je ne sais pas si je l'ai évalué. Non, je n'ai pas évalué. OK. Donc là, normalement, j'ai inséré trois informations, trois faits dans ma base. Datomic permet de requêter les données avec un langage qui s'appelle Datalog, qui est extrêmement puissant, qui ressemble beaucoup à SQL, parce que c'est un langage déclaratif. Donc quand on apprend, je n'ai pas le temps malheureusement ce soir de vous indiquer toute la puissance de Datalog, mais ça permet... Enfin, un des avantages, c'est que les jointures se font de façon implicite, donc ça réduit le nombre de lignes de code à écrire. Alors on va essayer de décrypter ensemble cette requête. Donc Q, c'est ma fonction, hein, c'est query, qui va prendre ma requête en argument. Donc je lui demande de me trouver des noms. Et la contrainte, c'est toutes les entités qui ont un nom. Donc vous avez la réponse à droite. Donc Datomic me renvoie qu'il connaît trois entités dans son système qui ont la propriété nom qui est remplie, et il me les donne. Donc c'est Nathalie, Teddy et Léonard. Donc maintenant, on va insérer les goûts des Léonard. Donc là, vous retrouvez, comme tout à l'heure, les datums que je vais soumettre au transactor, toujours de l'addition. La petite astuce tout à l'heure qui me permet de retrouver mon entité de par son nom, et pas me faire une requête précédente pour récupérer son ID. Et là, j'utilise l'attribut M. OK. Et là, je le soumets au transactor. Donc maintenant, on va faire une deuxième requête avec la jointure implicite dont je vous ai parlé. Donc, dans mes contraintes, dans mon where, là, j'ai deux contraintes. Et dans ces deux contraintes, je réutilise le même nom de variable. Personne. Ça signifie que je suis dans le contexte de la même personne. Donc, je cherche une personne qui s'appelle Léonard. Et comme je réutilise le même nom, et cette personne, je lui demande ce qu'elle aime.
Donc je lance cette requête sur ma base de données et elle me répond que Léonard aime la bière et la pizza. Bon, on est au mois de mai demain. Il y a la plage qui se profile, le maillot de bain, il faut rentrer dedans. Donc Léonard décide, le 29 avril, d'arrêter de boire de la bière. Donc ici, on va voir le fait de rétracter, donc, qui concerne toujours la même entité qui s'appelle Léonard. Et pour l'attribut M, je dis que Léonard, à partir de maintenant, Léonard n'aime plus la bière. Enfin, il ne boit plus de bière. Et là, je vais interroger la base de données. Je n'ai pas mentionné, mais à chaque fois que j'appelle DB sur la connexion, il me renvoie la valeur à jour de la base de données. Et donc, quelle est la réponse à cette requête? Voilà, pizza. Voilà, à partir de maintenant, Léonard mange plus sainement. Donc, la pizza, c'est bien, mais il va falloir intégrer d'autres choses. Et on va augmenter un petit peu. Léonard se met aussi à manger des brocolis. Alors, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais j'ai récupéré ici, quand j'ai passé ma première transaction de ce que aimait Léonard, j'ai récupéré le résultat. En Lisp, on n'a que des expressions et quand j'appelle une fonction avec des paramètres, ça me retourne un résultat. Et là, ça m'a retourné dans le résultat ma nouvelle base de données. Et là, ça va me permettre de retrouver. Donc là, j'appelle une petite fonction utilitaire, un getT, qui va me permettre de retrouver le numéro de transaction. J'ai préféré passer par le numéro de transaction que par les dates, parce que c'est plus simple. OK. Donc en fait, grosso modo, on a travaillé entre les... La première transaction était en 1005. Alors, si je pose la question... Alors là, je vais utiliser le as-of. Je dis, donne-moi la base de données en te replaçant à ce numéro de transaction. Donc là, c'est 1004, sachant qu'on a commencé à insérer les données de Léonard en 1005. Que va me retourner cette requête? Rien. Un nil, je sais pas, ou un set vide, je sais pas. Un set vide? Bravo. Donc là, on était en séquence, il n'y a que moi qui utilise le transactor. Donc en 1005, pour ceux qui suivent, qu'est-ce qui s'est passé? Il aime bien la bière et la pizza. En 1006, il n'aime plus que la pizza. Et en 1007, c'est bien. Retenez la leçon, il faut manger des brocolis. OK. Donc tout ceci est optimisé. C'est assez optimisé, tout est en mémoire, donc les performances sont bonnes, sauf si vous commencez à faire des requêtes sur des données très très anciennes, mais en général, on démarre une application spéciale, enfin, on se spécialise. Mais, alors l'application, elle permet aussi, donc là, on s'est replacé sur les anneaux de croissance. Si vous vous souvenez, pour faire l'analogie avec les anneaux de croissance de l'arbre. Mais on peut aussi demander à la base de données à lancer une requête sur toutes les données. Donc là, on va demander, dis-moi ce que Léonard a aimé dans sa vie. Et donc là, effectivement, il va me retourner ces trois propriétés, enfin, les brocolis, la bière et la pizza. Et si je réinterroge l'état courant, ici j'ai inséré, j'ai appelé la fonction history sur l'état courant de la base de données.
Donc là, j'ai le bon résultat. On peut aussi faire des transactions spéculatives. Comme les données sont en local, rien ne m'empêche de les manipuler sans en parler au serveur de base de données. Le transactor, il est loin, il fait son job dans son coin. Donc on a toute latitude pour jouer avec les données, faire de la spéculation, sans faire ce qu'on ferait en base de données, un rollback. Personne ne ferait ça, hein. Faites pas ça chez vous. Donc là, ce que je fais, c'est que en local, avec la fonction with et ma base de données, je vais lui dire donne-moi une nouvelle base de données avec ce fait-là. Et ce fait, bon, il est simple, hein, c'est que je rétracte le fait que Léonard aime la pizza. Ici, j'ai conservé le résultat de l'appel de cette fonction. Et dans cette fonction, à l'intérieur de cet objet-là, j'ai la base de données. Je récupère la base de données spéculative. Et quand j'interroge, quand je lance ma requête sur ma base de données spéculative, effectivement, Léonard n'aime que la pizza. Mais si j'interroge la base de données live, j'ai pas de problème. Donc typiquement, ça peut être utilisé pour faire de la spéculation. Si vous avez des choses que vous vouliez, pour simuler. Si vous êtes une grosse compagnie qui vend des ordinateurs et que vous connaissez un peu les habitudes de consommation de vos clients, rien ne vous empêche d'essayer de vendre votre Apple Watch à 10 000 $ et voir si ça va bien se comporter. Quel est le nombre de datums d'informations que Datomic peut contenir? Donc récemment, ils ont sorti des chiffres en disant que le maximum à l'état actuel serait de pouvoir contenir 10 milliards de datums. Alors pour convertir ça pour les données d'une base relationnelle, la formule est là. Je pense que vous l'avez compris, Datomic n'a pas de valeur nulle. Hein, il n'a que des informations, que des faits. Donc il faut éliminer toutes les colonnes qui sont vides pour savoir si ça peut matcher avec vos volumes. Alors, comment intégrer Datomic dans vos systèmes, chez vous, sur votre lieu de travail? En fait, Datomic est pragmatique. L'espace de stockage est en général une base de données. Mais dans cette base de données, typiquement une base de données SQL, Oracle, Postgre, MySQL, lui, il va utiliser une table, et il va utiliser des blobs. Il va stocker les datums sous forme de segments de 1000 datums. Et donc, vous n'attendez pas à aller voir vos données dans la table. Hein. Vos données, vous les retrouvez dans vos applications, et c'est ça qui est le plus important. Donc, ils sont pragmatiques, encore une fois. C'est si vous avez une base de données SQL ou celles qui sont citées là, vous pouvez démarrer. Après, Datomic, il est écrit en Clojure, mais une librairie qui est écrite en Clojure, ça reste une librairie Java. D'ailleurs, il y a une API Java. Et donc, si vous avez une application qui tourne sur la JVM, je n'ai pas pu citer tous les langages, vous pouvez embarquer la librairie. Hein, vous êtes à un Maven près d'utiliser Datomic. Si vous avez des applications type PHP, vous avez une API REST qui est très puissante et qui vous permet de faire de faire la même chose. Alors pourquoi faire? C'est vrai que quand on regarde ça, on se dit bon, quel est l'usage? Je dirais que Datomic, Hiroshiki a pris le temps de prendre du recul pour réinventer la base de données telle qu'on l'aurait conçue en 2010, avec les capacités qu'on a aujourd'hui. Donc typiquement, toutes les applications de gestion. Moi, je m'en sers pour collecter des données de 2 systèmes différents, qui de façon historique ont été développés par 2 sociétés différentes.
Et les gens, les analystes chez nous, sont obligés d'aller consulter les données dans deux applications, dans deux écrans différents. Et je capture tous les événements fonctionnels issus de ces deux applications. Et je les mets au même format et je les insère dans Datomic, ce qui nous permet. Donc là, tout le monde est content, peut aller consulter toutes les informations et revenir en arrière. Donc ça remplace ou ça complète une base de données relationnelle. Bon, rien ne vous empêche demain d'importer le jar et de commencer à travailler pour faire, idéalement pour une nouvelle application. Tous les endroits où on a besoin d'être scalable en lecture, parce que vous l'avez vu, l'idée c'est de pouvoir démarrer des applications au besoin. C'est pour ça qu'ils insistent sur l'aspect cloud. Un lieu idéal de vie, c'est chez Amazon, où si vous faites face à des pics de lecture, voilà, vous pouvez monter à la demande des peers, donc des applications, qui vont avoir une copie de vos données. Hein, les données sont en général lues beaucoup plus de fois qu'elles ne sont écrites. Donc la problématique, elle est vraiment là dans 99% des cas. Et si vous avez vraiment aussi, si vous avez des use cases où l'historique de vos données compte, avec des outils de requête qui soient puissants. Hein, parce qu'on a tous nos systèmes maison. Et typiquement, il y a 3 mois, je me suis arraché les cheveux pour essayer de recréer l'état d'une entité à un moment donné. Je n'y suis pas arrivé. Et Datomic, il n'est pas fait qu'on a vraiment besoin d'écriture vraiment massive. Parce que vous avez vu, il y a un seul transactor. Hein. Le principe ACID de la base de données, il est fondateur. Donc si vous avez besoin d'avoir d'énormes quantités de données, c'est pas fait pour ça. Vous avez vu qu'il y a un schéma et que le schéma il est précis. Hein. Les faits ils sont atomiques. Donc stocker des documents non structurés n'a aucun intérêt. Vous n'allez pas pouvoir requêter sur vos documents. Et puis si l'historique de vos données n'a aucune importance, si vous êtes en capture d'événements effectivement, c'est pas. Alors, si vous avez donc une JVM ou si vous voulez utiliser l'API REST, vous avez un espace de stockage compatible, comment faire pour vous familiariser avec Datomic? Le plus simple, c'est qu'il y a une licence gratuite, c'est celle que j'utilise là pour faire la démonstration, qui est soit mémoire, qui est génial pour faire des tests unitaires ou pour faire des tests fonctionnels. Moi, je développe Datomic, je le développe avec une base de données mémoire. Et elle a le même comportement. Comme vous avez vu que les requêtes se font en mémoire, vous avez le même comportement. Ce qui change, c'est qu'il n'y a pas de transactor, mais vous pouvez faire confiance que vous aurez le même comportement de l'application en production qu'en développement. Et la base de données mémoire, elle est instantanée à déployer. Vous pouvez faire vos tests unitaires sur la base de données mémoire directement. Donc ça simplifie vraiment le développement. Et il y a 1 an et demi, ils ont lancé une version Pro Starter qui est annoncée pour 2 peers. Donc je vous ai donné cette notion de peer est importante. Une peer, c'est une application qui utilise une connexion. Donc gratuitement, vous pouvez utiliser deux connexions, donc deux applications. C'est la licence que j'utilise actuellement en production. Et je n'ai qu'un peer qui est utilisé. Après, si vous avez des use cases plus trapus, si vous voulez avoir 5 peers, donc vous pouvez vous acquitter de 3 000 $, et après, vous avez des paliers. Voilà, Datomic est très riche. Je n'ai pas le temps de vous parler des schémas de façon exhaustive, ni du requêtage. Mais j'espère que ça vous a
permis de comprendre l'architecture et la façon dont vos données sont stockées, et va vous donner le goût d'aller voir par vous-même, puisque je pense que ça concerne, ça devrait toucher, je pense, 100% des gens qui sont venus ce soir. Une base de données qui tire parti du contexte actuel. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Khalid, as-tu une question? Est-ce qu'il est possible, parce que tu as comparé à juste titre Datomic et Git par exemple, ou SVN, dans Git ou dans SVN, on peut, si le repo grossit trop, on peut faire de la garbage collection, en gros compresser ou voir se séparer de données un peu trop anciennes dans le repo si on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on peut faire ça avec Datomic? Alors la question est, est-ce qu'on peut supprimer définitivement des données de Datomic? Ou alors les copier ailleurs et segmenter la base en deux à partir d'une date? Faire un shard, par exemple, non. Alors, en fait, je ne sais pas quelle est ta motivation à vouloir séparer les données. En fait, le stockage, il grossit, mais en cache, si ta mémoire est trop grosse pour tenir en cache mémoire, il va laisser tomber les données les plus anciennes. D'accord? Si néanmoins tu as besoin d'avoir accès à tout ton historique, tu utilises Memcache, qui est disponible dans la version Pro. Et tu as, alors je ne sais pas si ça répond à ta question, tu as la possibilité de supprimer définitivement des données de Datomic, ce qu'on appelle l'excision. Ce n'est pas un joli terme, je ne les encourage pas à l'utiliser. Mais je ne sais pas quel est ça répond à ta question, mais quelle est ton angoisse derrière le fait de... Non, c'est juste se dire, il y a une capacité maximale apparemment de 10 milliards d'atomes. Oui. Ça, c'est une capacité de stockage dans la couche de persistance. En fait, cette limite, elle est un peu, elle est dans le stockage et aussi dans le fait d'avoir toutes tes données en mémoire ou dans Memcache. Mais rien ne t'empêche, comme j'ai dit tout à l'heure, de séparer ton modèle fonctionnel en sous-systèmes et de commencer à requêter sur plusieurs systèmes. Excuse-moi. En fait, est-ce que la lecture est basée sur un mécanisme, par exemple, de page, ou c'est vraiment un snapshot complet qui est transmis lorsqu'on fait la requête de la base? Alors la question est, est-ce qu'on a un système de pages quand on fait... C'est-à-dire, par exemple, tu as montré qu'on pouvait stocker un résultat sous un identifiant, sous un... Oui, la base de données est une valeur. Oui. Donc c'est la valeur de la base de données à Un une instant. transaction. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on a toute la copie de la base de données dans la JVM qui fait la requête, ou seulement un pointeur vers l'ID de la transaction? Et donc, quand on commence à requêter, et si on n'a pas toutes les données à l'intérieur de la JVM, on va, je sais pas, lire des pages... On va lire des segments, oui. En fait, autant que faire se peut, Datomic va repousser l'intégralité de la base de données. À un moment donné de la vie de votre application, pour des raisons X ou Y, vous avez limité la RAM de votre JVM. Les index, que je vous ai parlé des index qui sont les caches de Datomic, hein, ils sont au nombre de 4 ou 5 en fonction de vos besoins. Ils sont des données immutables qui sont stockées sous forme de tri, d'arbres. Donc après, il y a de la littérature très riche sur l'optimisation des arbres. Et effectivement, si vraiment il n'a pas la donnée, au dernier recours, il va aller chercher les segments qui lui manquent en stockage. Et là, on est à 10 millisecondes, en unité de 10 millisecondes. Les segments, ils sont stockés, les datums, ils sont stockés par tranche de 1000 ou 3000 dans les segments. Et en général, quand on accède aux données, on va, la majeure partie du temps, accéder aux entités qui sont mitoyennes, puisqu'en général, elles concernent les mêmes transactions.
Donc quand on rapatrie un segment de 1000 datomes, tout ça est très optimisé. Il y a beaucoup de travail derrière. Tu vas avoir voilà, cette latence de 10 millisecondes. Mais après, peut-être que si tu as besoin de données très anciennes, tu es sur un use case qui n'est peut-être pas en temps réel, mais si tu veux vraiment tuner ton use case, tu vas démarrer un peer, une application dans laquelle tu vas optimiser ton cache. Et tu vas avoir des données qui t'intéressent. Est-ce que ça répond à ta question ? Est-ce qu'il y a des moyens de communication entre les peers? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une notification d'événement, par exemple, s'il y a une nouvelle transaction qui arrive dans la base de données? Alors, tu peux écouter, tu peux t'abonner à un flux du transactor quand il a inscrit t'as des API REST pour te pousser en serveur send event l'information au fil de l'eau. Et comme ce sont des applications, elles peuvent communiquer entre elles. Tu peux, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux les synchroniser si tu as vraiment besoin, si tu as plusieurs applications qui répondent aux mêmes sollicitations et qu'une application n'est pas la même transaction que les autres, tu peux les synchroniser. Tu as des mécanismes qui sont pensés pour ça, oui. Bon. Merci beaucoup. Je remercie encore une fois Palo IT de m'avoir accueilli ce soir pour vous parler de ce sujet qui me tient à cœur, que j'utilise en ce moment tous les jours. Je pense que c'est une technologie qui est bonne et saine et qui peut profiter à vous tous. Donc n'hésitez pas à voir si dans vos use cases, il y a des choses qui pourraient simplifier en développement, dans les exigences de vos clients, de vos sponsors. Parfois, on est en utilisant Datomic, vous pouvez utiliser gratuitement, ça serait assez dommage de s'en passer. Et je vous rappelle que vous pouvez utiliser n'importe quel langage de la JVM, même si je préconise Clojure, parce que c'est beaucoup plus simple pour écrire les collections. Mais voilà. Ouais, j'aime bien ce cas-là aussi, mais j'utilise Java tous les jours. Donc voilà. Merci à vous.